Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, notre balado-diffusion qui parle du hockey junior, du hockey de la Ligue américaine, des espoirs, de tout ce qui se passe également au niveau tournoi sanctionné par Hockey Canada. D'ailleurs, cette semaine, dans notre émission, il sera beaucoup question de la sélection canadienne pour le championnat mondial des moins de 18 ans qui aura lieu dans à peu près 3 semaines au Texas. On a fait connaître l'équipe canadienne. On va y revenir, mais on va s'entretenir. Je vous invite à rester des nôtres avec le défenseur Guillaume Richard, qui est le seul Québécois qui va faire partie de cette délégation canadienne qui va représenter le pays à la fin du mois, donc au mondial des moins de 18 ans. On va parler beaucoup de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La saison régulière pour les 12 équipes de la LHJMQ s'est terminée vendredi. On pensait commencer les séries éliminatoires dans ces deux divisions ce jeudi. Malheureusement, la COVID est venue contrecarrer les plans, donc on va en reparler évidemment un peu plus tard. On va s'entretenir aussi avec le défenseur des Foreurs de Val-d'Or, Maxence Guenette, qui lui a signé son premier contrat professionnel avec les Sénateurs d'Ottawa, qu'il avait repêché en 2019 en 7e ronde. Donc, il va pouvoir faire ses débuts professionnels l'an prochain, fort probablement avec les Sénateurs de Belleville dans la Ligue américaine. Et on va revenir sur cette autre semaine du Rocket de Laval. 3 autres victoires au cours de la semaine. On va s'entretenir notamment avec l'attaquant Ryan Paling qui joue du gros hockey là, depuis quelques temps. Il est rendu dans le top 20 des marqueurs de la Ligue américaine. Donc, c'est le menu qu'on a pour vous. Le Rocket, je vous le disais, on a d'abord complété mardi dernier le fameux voyage de 8 matchs dans l'Ouest canadien avec une autre victoire de 3-1 face aux Moose du Manitoba. Michael McNiven qui a été solide dans ce match-là, 35 arrêts. Pour une des rares fois cette saison, le Rocket a été dominé au chapitre des tirs au but, mais s'en est quand même sorti avec une victoire au Manitoba, de sorte que le voyage s'est terminé avec une fiche de 7 victoires, une seule défaite, et c'est une défaite qui est survenue en bris d'égalité. Le fameux match, le premier match à Winnipeg où le Rocket menait 3-1 dans la dernière minute de jeu, avait accordé 2 buts, dont le but égalisateur à 1 seconde de la fin avant d'échapper le match en tir de barrage. C'est la seule défaite du Rocket là, depuis cette séquence, que cette séquence est commencée. Si on remonte au 12 mars, le Rocket n'a pas perdu à la régulière. On parle de 11 victoires et une défaite en bris d'égalité, donc 23 points sur une possibilité de 24, de sorte que le Rocket s'est hissé rien de moins qu'au 3e rang du classement général de la Ligue américaine. Il n'y a que les Silver Knights d'Anderson qui sont devant le Rocket, le club école de Las Vegas, et également Chicago, là, qui est en avant au classement, mais c'est toute une saison que connaît le Rocket. On a transposé tout ça à Laval vendredi soir avec une victoire de 3-0. Deuxième jeu blanc en 3 matchs pour Caden Primo, qui n'a fait face qu'à 17 lancés. Match présenté à RDS, tout comme celui d'hier soir qui était à RDS aussi, hier le 4 avril, où le Rocket l'a emporté 4-2 contre Stockton après avoir pris les devants 3-0. Le Heat qui est revenu pour marquer 2 buts. Et la victoire a été concrétisée dans un filet désert. C'est Michael McNiven qui était devant le filet hier soir qui a signé donc cette victoire dans un match où le Rocket n'a permis que 18 lancés. Donc, au cours des 2 matchs du week-end contre Stockton à Montréal, 35 lancés accordés seulement en 6 périodes. C'est même pas 6 lancés par période en moyenne. Et simplement, hier, le Rocket a obtenu plus de tirs au but dans le match, 36, que les 35 du Heat de Stockton pour les 2 matchs de vendredi et de hier soir. C'est vraiment excellent ce qui se passe. Au cours des 5 derniers matchs, le Rocket n'a permis que 6 buts à ses rivaux. Ça, évidemment, on monte au voyage au Manitoba, plus les 2 matchs contre Stockton. Le troisième et dernier match de cette série contre le Heat sera présenté demain soir, toujours au Centre Bell, sur les ondes de RDS. Le Rocket, qui a une fiche de 6 victoires, aucune défaite cette saison, n'a permis que 11 buts au Heat en 6 matchs. C'est une équipe qu'il n'avait jamais affrontée avant cette année. Et j'ai comme l'impression que le Heat a hâte de retourner dans la section Pacifique là, parce que contre le Rocket, ça n'a pas été simple cette année. Il y a eu ce fameux incident vendredi soir impliquant Yannick Veilleux. On sait que lors d'un match présenté à Calgary le 21 mars dernier, Yannick Veilleux avait malencontreusement blessé l'espoir Martin Pospisil du Heat de Stockton et le coup de genou qui lui a asséné lui a valu 4 matchs de suspension, mais a surtout mis un terme à la saison de Pospisil. C'était un geste, évidemment, qui n'était pas prémédité dans le cas de Yannick Veilleux. Et le fameux code s'est appliqué vendredi soir. Veilleux a dû laisser tomber les gants contre Alex Galland.
dur à cuire du côté du Heat de Stockton. Il y a eu 2 autres combats aussi dans ce match impliquant Michael Pezzetta et Brandon Baddock. C'est rare qu'on voit ça maintenant, 2 combats sur le même arrêt de jeu. Alors, il y a une certaine animosité entre ces 2 équipes-là. Il faut comprendre, Stockton avait une très bonne fiche avant de commencer à jouer contre le Rocket de Laval, mais ça n'a vraiment pas bien été. Là. Aucune victoire en 6 matchs pour le club école des Flames contre le Rocket. Donc, il y a le match de demain soir. Qui va être disputé au Centre Bell. Et à compter de vendredi, il va rester 12 matchs seulement au calendrier régulier. On aura joué les 2 tiers de la saison, le 24 matchs sur 36. Et dans les 12 derniers matchs, il y aura 8 affrontements contre les Marlies de Toronto parce que le Rocket n'a joué que 2 matchs contre Toronto depuis le début de la saison. Alors, 8 des 12 derniers duels contre les Marlies. Et je vous signale tout de suite que les matchs de vendredi soir, et là, on parle du 9 avril et du samedi après-midi 10 avril à Toronto, seront présentés sur les ondes de RDS. Et évidemment, c'est en grande partie en raison de la présence fort possible, c'est pas confirmé encore, mais on pense bien que Cole Caulfield va faire ses débuts professionnels les 9 et 10 avril contre les Marlies de Toronto. Évidemment, Caulfield, on pensait il y a quelques semaines que ce week-end-là qui s'en vient, il aurait joué le Frozen Four, le championnat national américain des États-Unis, mais comme on le sait, les Badgers ont été éliminés. Donc, il y a un petit peu plus d'une semaine, il a signé son premier contrat professionnel avec l'organisation du Canadien. Il s'est amené à Montréal mardi. D'ailleurs, on avait une entrevue la semaine dernière à Sur la glace avec le frère de Cole, Brock Caulfield. Et en principe, sa quarantaine se termine demain. Donc, j'ai l'impression qu'il pourra sauter sur la glace mercredi et jeudi en vue du voyage à Toronto du week-end. Donc, il y a de bonnes raisons de croire que le 9 et le 10 avril prochain, Caulfield fera ses débuts avec le Rocket. De toute façon, début ou pas, RDS sera là pour présenter ces 2 matchs en provenance de Toronto vendredi et samedi. Je vous parlais des gardiens de but, ça va vraiment bien. Là. Caden Primo a baissé sa moyenne à 2,07. La moyenne de Michael McNiven est à 2,27. Les 2 gardiens du Rocket font partie des meilleurs du circuit. La fiche du Rocket, c'est pas tellement compliqué. Là. 17 victoires, 4 défaites, 2 défaites en bris d'égalité. On parle de 15 points d'avance au classement sur les Marlies de Toronto, qui sont 2e dans la section canadienne. Les Marlies ont 3 matchs de plus à disputer. Mais c'est une avance, un coussin extrêmement confortable. Sauf que, comme on le disait il y a quelques instants, il y a plusieurs matchs contre Toronto qui sont à l'affiche au cours des prochaines semaines. Nouvelle en provenance du Rocket également ce matin, le Canadien qui a rappelé le défenseur finlandais Otto Leskinen sur son escouade de réserve pour remplacer Gustav Olofsson, qui lui est revenu avec le Rocket hier. Xavier Ouellet, lui, était revenu vendredi, donc ça prenait un joueur pour être ajouté là, sur la fameuse escouade de réserve du Canadien. Et Leskinen, en toute honnêteté, ça a été le défenseur probablement le plus stable, le plus régulier depuis le début de la saison du côté du Rocket. D'ailleurs, il est un des 3 joueurs de l'équipe à avoir pris part à tous les matchs depuis le début de la saison, une séquence qui va prendre fin demain. Lui, Corey Schoenemann et l'attaquant Raphaël Harvey-Pinard sont les 3 joueurs qui, jusqu'ici, ont joué les 23 matchs du Rocket. Parlant de Raphaël Harvey-Pinard, excellent match hier, 2 buts et une passe. Il a maintenant 16 points cette saison. Joel Teasdale, 14 points et Jesse Ilonen, 13 points. Ilonen qui est sur la liste des blessés présentement. Les 3 font partie des meilleurs recrues de la Ligue américaine de hockey. Et il y a 2 joueurs dans l'équipe, il y a Joseph Blandisi et Ryan Poehling qui, eux, font partie des meilleurs pointeurs de la Ligue américaine en ce début de saison, 18 points chacun. Ryan Poehling qui a récolté 2 autres points hier. Et un peu plus tôt aujourd'hui, on s'est entretenu avec l'attaquant Ryan Poehling. Évidemment, l'entrevue sera en anglais, ça dure à peu près 5-6 minutes. Je vous présente cette entrevue et on résume les propos. On approche, dans le cas de Poehling, du 2e anniversaire de son fameux premier match avec le Canadien, où il avait inscrit 3 buts à sa première sortie chez les professionnels contre les Maple Leafs de Toronto. Alors, on en a discuté un peu avec Poehling, mais on a surtout parlé de l'avenue de Cole Caulfield et bien sûr des actuels succès de l'équipe. Donc, voici cet entretien avec Ryan Poehling. First of all, thanks for being with us. It's been a kind of unreal season so far for your team. 12 games in a row without a regulation time loss. That trip in Western Canada was just unbelievable. Are you a bit surprised by the way things are going right now for the team first? I don't think so. No, I think that we prepare well, and we have a lot of structure that everyone kind of goes with, and we all buy into the system. So it's not surprising at all. And obviously that's a long streak, and I don't think we let it get to us, which is the biggest part. We don't get complacent, and
it's just fun. I mean, we do our job and then we live with the results. And obviously, it's been a good result in the last few weeks. So I think we're just going to keep pushing to get better and better, which is fun to do with this group. Coach Bouchard keeps saying that everybody's buying the plan, buying the system. You feel that from yourself too? Yeah, 100%. I think we just went over film too, and I mean, it's always good to see from a kind of bird's eye view standpoint of what works and what doesn't. I think we do a good job with not just seeing the film, but actually applying it to our game. And I think that it makes it easier when you see, hey, this is when we get success and this is when we don't. So, and I think that we've done good adjusting on the fly and kind of figuring that out throughout this year. Personally, you've been playing well the last couple of games, a lot of points, but not even the points, the way you're playing. What is the best improvement you would say over the last couple of months you had in your game? Honestly, a lot of the little details. I think once you do that, the points and just the big things come. So, for instance, I feel like I'm a lot heavier in battles and winning more of those and just being in the right spot at the right time. And it makes it so much easier for myself and my line mates when we're all kind of in unison. It feels like it for most parts these last couple weeks. So I think that is kind of the biggest thing for myself that I feel like I've improved on for sure. Joel, I always say that Joe Blandisi is taking good care of you, and Joel Teasdale say he's taking care of the young guys. Would you say he's a big asset for you right now, the way you're playing, the success you have with Joel and him? Yeah, 100%. I think that he does a great job with us. And I mean, he's a great guy, but he's also a fun guy to play with. So you can learn a lot from him. And I think he does a good job without even realizing it that the way he plays and how hard he plays, I think it's something that you look up to. And it's nice to have him on your line. So it's easy to show up for games. You know, he's going to bring that energy. You just try to match it. Gonna make 2 years this week. Your first famous first game in the NHL. I don't know if you remember. Of course, you remember the date. What happened 2 years after the way things went for you? Would you say you're happy or you're a bit disappointed to be still in the American Hockey League? Did you thought it would go faster for you, or it's okay for the development right now? Yeah, I would say in broad spectrum, I'm pretty happy with myself. I mean, sports is, I mean, it's a roller coaster of events, and I think it's just there's going to be so much adversity thrown at your way, and it's kind of how you handle it. And I think this year in particular, I've handled it really well, and I think it's just a process that, I mean, maybe I could be in the NHL, but I think you miss out on so many little details that Coach Bouchard in particular kind of shows you. And I mean, with those things, I think it'll help me once I get to that point, kind of stay in the NHL as opposed to just maybe if I was there right now, I'd miss out on these little things that will help me become a better player. So I think in that sense, it's helped me a lot. Would you say it's going to be tough to have a recall this year because of the taxi squad and because of the pandemic and stuff like that? So do you keep waiting for the phone call every day, or you just like I'm going to do my best in the American Hockey League and we'll see at the end of the season? Or Yeah, I'm happy with where I'm at right now. I mean, we got a great team, and I feel like this is a team that I'm a part of, and I'm a big part of it, and it's fun when we're winning and getting better. So for myself, I enjoy being here and doing what I can here. And like I said, I was learning a lot, and I just want to continue to learn to help myself in future years to come. couple of questions before letting you go. Did you talk with Cole Caulfield a little bit? I mean, you're going to be. Is he going to see you a bit as a grand brother since you come from US and you played in the system of US too? And you think how you see is coming with the team? Yeah, hopefully. I mean, it'll be nice having that connection. Obviously, both from America, but in playing college hockey. So, talk to him a little bit. I mean, obviously, he jumps in our Zoom calls because that's about all he can do right now with quarantine. So, said hi to him a few times, and I think that I'm excited to have him here. I mean, he's obviously going to be a big part of our team, hopefully right away. And I mean, it's definitely a process, but I'm excited to just see how he handles all of this, and I'm looking forward to being a teammate with him. Is he asking question about managing the feel of this city for hockey players, especially for the first round picks in Montreal? Yeah, he hasn't asked me much, but if he does, I'll definitely give him some pointers. So, I mean, the biggest thing I can say to him is just enjoy the whole thing and don't forget who you are. I mean, regardless of if they're really good or really bad, you just got to stay level-headed throughout the whole process. I think that helps out a lot. From what you know from him, he's got all the tools you think for have success in first in the American Hockey League and then the NHL. Yeah, for sure. I mean, the biggest thing is he's just a goal scorer. I mean, some people just know how to score goals, and obviously he has that attribute in his game. So, and I think that the cool thing is everyone's doubted him throughout his whole every level he jumps, and he always tends to prove them wrong. So for him, I think he's got that mindset and he's ready to go in that sense.
Well, Ryan, thank you very much. Keep going. RDS is keep showing your games, and it's fun when the team is winning. So we'll be there tomorrow night for the last game against Stockton, and then we're going to be in Toronto for the next weekend, and probably see a first game of Cole. Maybe he's going to play with you. So we'll see that. Thank you very much. Awesome. I appreciate it. Thanks. Thank you. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. Alors voilà donc Ryan Paling qui est-ce qu'on peut juste enlever le son? Merci. Ryan Paling qui, pour résumer un peu ses propos, ben, pas tellement surpris de la saison du Rocket. Il dit on a tellement un bon groupe et tout le monde a acheté le système des entraîneurs et on se tient beaucoup depuis le début de la saison. Alors, on n'a pas nécessairement parlé de surprise dans ce cas-là. Moi, je trouve que honnêtement, les attentes étaient là pour le Rocket, mais la saison que l'équipe connaît présentement, c'est assez extraordinaire. Je lui ai parlé aussi, évidemment, de la présence de Joe Blandisi avec eux sur le trio, lui et Joel Teasdale, qui présentement connaissent de bons succès avec, avec cette unité-là. La plus grande amélioration, j'ai aimé ce commentaire-là, il a dit il est beaucoup plus solide dans ses bagarres à un contre un dans les coins de patinoire, et c'est vrai, on le remarque, il sort souvent avec la rondelle. Ça, c'est quelque chose qui a été amélioré, évidemment, là, pour lui. J'y ai rappelé son fameux match il y a 2 ans avec le Canadien. Vous savez, le hockey professionnel, c'est des montagnes russes. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Il semble heureux en ce moment d'où il est dans son cheminement. Oui, est-ce qu'il aimerait être dans la Ligue nationale? C'est certain. Mais en même temps, suit le processus. Là, et honnêtement, il joue du bon hockey là, avec le Rocket. J'ai la chance de couvrir tous les matchs là, qu'on présente à RDS. Et Perling fait de l'excellent travail. Il est très, très impliqué. Alors, pour ceux qui ne suivent pas tous les matchs, vous êtes peut-être pas au courant, là, mais prenez ma parole, Paling joue du bon hockey présentement. Et les dernières questions sur l'avenue de Cole Caulfield. Il dit, oui, je peux peut-être servir un peu de grand frère parce que j'ai passé par là au cours des 2 dernières années, être un premier choix pour le Canadien, s'amener dans un marché comme Montréal. Je pense que Caulfield est encore plus attendu que ne l'était Ryan Paling, en raison probablement là, des qualités de marqueur de Caulfield et de tout ce qu'il a accompli. Il dit, je suis pas inquiet pour lui. Il dit, là, une qualité dans son jeu, c'est marquer des buts. Il dit, ça s'enseigne pas. Il a cet outil-là et il est confiant de le voir connaître du succès avec le Rocket. Peut-être jouera-t-il sur une même unité avec lui à compter de vendredi. On verra bien. Alors, ça résume un peu les propos de Ryan Paling, qui, comme je le mentionnais, s'est hissé dans le top 20 des pointeurs de la Ligue américaine. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est un gardien, Hunter Jones du Wild d'Iowa, qui au cours de la dernière semaine a signé 3 victoires, une moyenne de 1,01, taux d'efficacité de 969. Donc, excellente performance pour ce gardien de l'organisation du Wild du Minnesota. Du hockey de la Ligue américaine, on va maintenant parler du hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, comme je le mentionnais, il y a eu 4 environnements protégés la semaine dernière. Un à Rouyn-Noranda, un autre à Sherbrooke, un autre à Victoriaville, un autre à Bécomo. 3 équipes par endroit qui devaient jouer 2 matchs entre mercredi et vendredi. Malheureusement, à Sherbrooke, le Phoenix, on avait annoncé qu'il y avait un cas possible de COVID. Finalement, ça a été rejeté. C'était un faux positif. Mais il reste que le Phoenix dernier match à Sherbrooke. Donc, l'Armada et les Olympiques ont divisé les honneurs des 2 rencontres. À Rouyn-Noranda, 2 autres victoires pour les Foreurs, 2 défaites pour les Voltigeurs. Et du côté des Huskies, on a séparé là, une victoire et une défaite. À Victoriaville, une fiche d'une victoire et une défaite pour les 3 équipes impliquées, soit Chicoutimi, Shawinigan et bien sûr les Tigres. Et à Bécomo, 2 victoires pour Rimouski, une victoire et une défaite pour Québec et 2 défaites pour Bécomo. Le Drakkar qui termine la saison avec 10 défaites consécutives. Conséquence de tout ça, on a maintenant le classement final des 2 sections au Québec. Alors, dans l'Ouest, Val-d'Or et Boisbriand terminent 1 et 2 et obtiennent un laissez-passer pour le 2e tour des séries. On aura des affrontements Drummondville contre Sherbrooke et Gatineau contre Rouyn-Noranda. Dans la section Est, Chicoutimi et Shawinigan terminent aux 2 premiers rangs. On aura des affrontements entre Victoriaville et Bécomo et entre Québec et Rimouski. Ces affrontements-là, 3 de 5, ça devait commencer jeudi. Malheureusement, samedi, alors qu'on attendait un communiqué de la Ligue junior majeure du Québec pour nous donner à quels endroits étaient pour avoir lieu les 2 environnements protégés des séries, les affrontements, le calendrier, tout ça, on a plutôt reçu un communiqué qui nous a dit qu'un joueur de Québec et un joueur de Gatineau avaient testé positif à la COVID.
Comme par hasard, Québec et Gatineau, ce sont les deux régions qui avaient été identifiées là, par le gouvernement Legault la semaine dernière lors des mises à jour concernant les mesures de sécurité mercredi dernier. Alors, comme les Remparts avaient joué des matchs contre Bécomo et Rimouski à Bécomo, et comme les Olympiques avaient joué des matchs contre l'Armada de Blainville-Boisbriand à Sherbrooke, on a décidé de placer ces 5 équipes-là sur pause. L'Armada devait avoir un laissez-passer pour le premier tour des séries, mais les 4 autres équipes devaient être impliquées à partir de ce jeudi dans les séries. Alors, on a mis ça sur pause. On ne sait pas encore pour l'instant à quel moment on pourra reprendre. Chose certaine, le début des séries pour les équipes du Québec est retardé. C'est bien dommage, mais on n'a pas le choix. C'est une saison comme ça. Il en demeure pas moins que pour les 12 équipes du Québec, elles ont toutes joué minimum 26 matchs. Les Tigres de Victoriaville, c'est l'équipe qui en a joué le moins, 26. Et le Ski de Rouyn-Noranda en ont joué 40. Alors, chacune des 12 formations basées au Québec a joué grâce aux environnements protégés. Il y en a eu 7 en tout et partout, ont réussi à jouer entre 26 et 40 matchs. Dans la section des Maritimes, au cours de la dernière semaine, c'est l'histoire qui se répète. 2 autres victoires pour Charlottetown. Les Highlanders qui ont maintenant 14 victoires de suite. Évidemment, ne jouent que contre Halifax et Cap-Breton. On se répète à chaque semaine, mais il en demeure pas moins qu'on est rendu à 30 victoires, 4 défaites pour les Highlanders cette saison. Cédric Desruisseaux, après 34 matchs, c'est l'équivalent d'une demi-saison en temps normal de 68 matchs. Il a 37 buts à sa fiche en 34 matchs. Alors, c'est assez exceptionnel de le voir aller. Je ne sais pas où ça va se terminer pour lui. Il va y avoir encore des matchs de calendrier régulier là, pour les équipes des Maritimes, au moins pour les 3 prochaines semaines, peut-être même 4 semaines. Alors, c'est phénoménal ce qu'il fait comme performance, Cédric Desruisseaux, cette saison. Il y a le Stade Acadie Batters qui a signé 3 victoires également dans les matchs présentés au Nouveau-Brunswick. Les Sea Dogs ont été chercher une victoire aussi. Et malheureusement, les Wildcats ont perdu les 2 matchs. Pour ces équipes-là, comme je disais, ça se poursuit au cours du mois d'avril, la saison régulière, et on commencera les séries simplement au mois de mai. Pour le plaisir, je suis allé jeter un petit coup d'œil sur les prédictions que j'avais faites en début octobre pour les 2 sections du Québec. Alors, j'avais prédit dans la section ouest le premier rang au Foreur de Val-d'Or, c'est arrivé. J'avais placé le Phoenix de Sherbrooke deuxième. Bon, évidemment, on sait ce qui est arrivé à Sherbrooke. On a procédé à une vente au cours de la période des fêtes. On avait joué seulement 5 matchs, alors je me suis trompé avec Sherbrooke. Par la suite, j'avais mis Blainville-Boisbriand troisième, donc quand même pas si mal. Rouyn-Noranda quatrième, Drummondville cinquième et Gatineau sixième. Alors, Drummondville et Gatineau ont été peut-être ont mieux performé que je ne l'aurais pensé. Et la déception, ça a été le Phoenix de Sherbrooke. Mais, comme je le rappelle, on a fait beaucoup de transactions. Dans la section Est, c'est intéressant. On se fait tellement souvent reprocher les prédictions. Je regardais mon classement que j'avais fait le 2 octobre et dans l'ordre, j'avais placé Chicoutimi, Shawinigan, Victoriaville et Québec. C'est exactement ce qui s'est passé de 1 à 4. J'avais mis Bécomo 5e et Rimouski 6e. C'est la seule inversion. Rimouski a terminé 5e et Bécomo a pris le 6e rang. Donc, c'est quand même pas mal au niveau des prédictions. On pourra revenir dans quelques semaines lorsqu'on aura le classement final des Maritimes où j'avais choisi les Sea Dogs pour terminer premier. Vraisemblablement, ce ne sera pas le cas. J'avais placé les Highlanders de Charlottetown au 2e rang et les Highlanders vont assurément terminer au premier rang de la section des Maritimes. Au cours des derniers jours, de la dernière semaine, du côté des Foreurs de Val-d'Or, en passant, parlant des Foreurs de Val-d'Or qui ont terminé au premier rang de la section ouest, le gardien Jonathan Lemieux a été choisi le joueur de la semaine dans la LHJMQ. 2 victoires en 2 matchs, moyenne de 0,60, taux d'efficacité de 966. Mais ce que j'allais dire au niveau des Foreurs, c'est que leur défenseur, Maxence Guenette, a signé son premier contrat professionnel avec l'organisation des Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs qui l'avaient réclamé là, en 7e ronde en 2019. Ça avait été un peu une déception. On croyait qu'on allait le voir être réclamé plus rapidement. Alors, ce matin, j'ai fait une courte entrevue avec Maxence Guenette des Foreurs pour parler justement de la signature de son contrat et de l'exceptionnelle saison des Foreurs de Val. Il a signé son premier contrat professionnel avec les Sénateurs d'Ottawa. Premièrement, Maxence, merci d'être là. Félicitations. Comment on se sent quand on finalise finalement cette étape-là d'une carrière de joueur de hockey? Oui, merci. Premièrement, c'est un soulagement, là. C'est une étape de plus d'accompli dans ma jeune carrière. Mais c'est vraiment c'est satisfaisant de voir qu'il y a une équipe de la Ligue nationale qui me veut, puis qui me fait confiance pour au moins les 3 prochaines années.
Est-ce que tu as eu peur à un certain moment que ça ne fonctionne pas avec les sénateurs ou est-ce que les relations que tu avais avec l'équipe, le personnel de développement puis tout ça, là, parce qu'on t'avait quand même repêché tard en 2019, on devait te donner un contrat là, avant le 1er juin. Là. Oui, exactement. C'est sûr que j'ai été un choix tardif, là, un choix de septième ronde, mais quand même dans ma tête, je pense que je savais que j'avais mes chances, puis j'avais une bonne relation avec le staff, là, avec le personnel de développement. Fait que je suis resté en contact, ça fait 2 ans, là, je suis resté en contact depuis le repêchage. Je les utilise le plus que je suis capable de faire vidéo, etc. Puis je pense qu'ils ont vu que je suis un gars dédié qui veut passer au prochain niveau. Puis ça a payé dans mon cas. Tu as eu évidemment une progression, autant avec toi qu'avec l'équipe. Tu as vécu des années difficiles avec les Foreurs, là, la reconstruction après la dernière participation tardive des séries des Foreurs. Cette année, c'est vraiment extraordinaire ce que vous vivez. C'est sûr qu'il y a la COVID puis tout ça, mais terminer une saison, là, je sais que je vais en mettre entre guillemets parce que c'est seulement que 36 matchs, mais seulement 3 défaites en temps réglementaire. C'est assez exceptionnel ce que vous avez fait. Là. Oui, exactement. Je pense que Val d'Or, cette année, ça a été l'année que pas mal tout le monde attendait, les partisans, même nous autres, les joueurs, que ça fait quand même longtemps qu'on est ici. On l'a pas eu facile, je dirais. Mais avec une saison comme cette année, là, ça vient enlever toutes les mauvaises traces qu'on a dans notre background junior. Mais cette année, je pense, c'est une année spéciale avec le COVID, sauf que les performances qu'on a sur la glace avec les Foreurs, ça dit d'eux-mêmes, là. Toi qui es là depuis 4 ans, là, puis qui a vécu ça difficile, tu vois tous les joueurs que le directeur général a amenés au cours. Ben, on va remonter, mettons, jusqu'à Jacob Pelletier là, l'année passée au repêchage. Puis là, il y en a eu d'autres, là, Jordan Spence, puis Nathan Légaré, puis Samuel Poulain. Puis écoute, ça arrêtait plus à un certain moment. Là, je veux dire, on a vraiment senti là, que c'était all-in, même si c'est une saison qui n'a pas de spectateurs. Vous qui étiez là, qui avez vécu des moments difficiles, j'imagine que c'est vraiment réconfortant de voir le travail qui est fait. Là. Oui, exactement. On a tout le temps cru en Pascal. On savait qu'il y avait un plan derrière lui, là. Il voulait à un moment donné, dans notre parcours avec l'équipe, il voulait nous donner quand même une équipe qui était compétitive. Puis cette année, je pense que c'était la meilleure fenêtre pour lui. Puis avec le travail qu'il a fait à Noël, puis même au début de l'année, en allant chercher Jacob, ça a vraiment donné un step à notre équipe. Puis ça a donné la formation qu'on a en ce moment, là, qui est très mature, mais je pense qu'on va être assez coriace, là. Écoute, en Abitibi, on a été quand même plus épargnés que partout au Québec. Je regardais les statistiques. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont joué 40 matchs. C'est eux qui en ont joué le plus. Vous en avez joué 36. Là, vous avez un laissez-passer en première ronde. Puis avec ce qui vient de se passer, on risque d'être encore quoi, de 2, 3 semaines sans jouer. Comment on vit ça quand on est en attente comme ça, là, puis qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer? Là? Je dirais que c'est pas stressant vraiment avec la situation qu'on a déjà avec le COVID. Au début de l'année, on ne savait pas vraiment à chaque semaine quand on allait jouer, si c'était sûr qu'on allait jouer ou. Fait que ça a tout le temps été du jour par jour, je dirais ça de même. Mais déjà, on était choyés, je dirais, là, de jouer autant de games comparativement à d'autres clubs ici à Québec. Mais non, juste de se préparer pour les séries, on a un bon staff. Je pense qu'ils vont nous mettre prêts, puis on va être fin prêts pour nos premières games. Est-ce que vous avez regardé un peu ce que faisaient les Islanders de Charlottetown? J'ai fait des entrevues avec des gars de Charlottetown au cours des dernières semaines, puis je leur posais la même question s'ils regardaient un peu ce que Val d'Or faisait. Vous n'avez pas eu la chance de vous mesurer cette année. C'est difficile de comparer les deux équipes. Les deux équipes sont à maturité. On se dit que si tout se passe comme prévu, on va peut-être vous retrouver les deux en finale. On n'est pas à l'abri de surprises, mais est-ce que vous avez eu la chance d'analyser un petit peu Charlottetown, de regarder des matchs, puis tout ça? Un petit peu, je dirais. Mais avec la situation, je pense pas qu'il y en a vraiment un dans l'équipe qui s'est mis dans la tête qu'on allait jouer contre eux bientôt. Fait que c'est encore loin. Il va y avoir beaucoup de hockey avant ça. Il faut gagner quand même, je pense, les 3 séries avant de possiblement les jouer. Mais c'est sûr qu'ils font bien, faut pas le nier. Ils font très bien dans la division de maritime. Puis ça risque très fort probablement d'être eux qui se rendent le plus loin, là.
On est en entrevue avec Maxence Guenette qui a signé son premier contrat professionnel avec les Sénateurs d'Ottawa. Encore peut-être trois questions, Maxence. Je reviens aux Sénateurs. Tu regardes l'organigramme en défensive. Ça ne sera pas nécessairement évident. Je suis convaincu que tu es au courant qu'il y a un gars qui s'appelle Thomas Chabot. Ils ont signé Jacob Bernard Docker. Il y a Eric Brandstrom qui est là. Il y a beaucoup de jeunes défenseurs là, dans l'organisation. Il ne faut pas oublier Jake Sanderson non plus. Alors, est-ce que tu vois une fenêtre pour toi éventuellement ou est-ce que tu te dis que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps puis repasser par la Ligue américaine puis tout ça? Là? Je crois que c'est positif en façon qu'il y ait autant de bons recrutements, là, de bons jeunes dans leur organisation, mais en même temps, je crois que de jouer mon style de jeu, d'essayer juste de me démontrer, là, de me démontrer à l'organisation. J'ai 3 ans quand même avec ce contrat-là pour me montrer, pour me mettre en valeur. Puis c'est sûr que ça va être une période d'adaptation dans la Ligue américaine, mais je crois quand même en mes chances de me tailler un poste dans le futur avec les Sénateurs. Ben, écoute, Maxence, on va te souhaiter bonne chance. Félicitations encore une fois et pour la saison et pour ton contrat. On va suivre évidemment ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, mais tu as raison, j'ai l'impression qu'on risque d'entendre parler des Foreurs pas mal au cours du printemps, là, en espérant qu'on puisse jouer des matchs bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Alors voilà le défenseur Maxence Guenette, nouveau membre des Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs qui, incidemment, au cours de la dernière semaine, ont aussi offert des contrats au défenseur Jacob Bernard de Docker et à l'attaquant Shane Pinto. Les deux ont passé la dernière saison avec l'Université du Dakota du Nord et faisaient partie d'un groupe de 4 espoirs qui étaient avec UND cette année. Il y a également l'autre défenseur Jake Sanderson, choisi en première ronde, et l'attaquant Tyler Clevin, qui, eux, n'ont toujours pas signé là, des ententes professionnelles. Les Sénateurs qui, évidemment, avaient beaucoup de choix de repêchage, un peu comme le Canadien au cours des dernières années. Donc, Guenette sous contrat avec l'organisation. Ce ne sera pas facile, mais au moins, il aura la chance pendant 3 ans là, de pouvoir montrer, comme il le disait dans l'entrevue, ce qu'il peut faire au niveau des rangs professionnels, fort probablement d'abord et avant tout avec les Sénateurs de Belleville. Mais entre-temps, il doit jouer les séries éliminatoires avec les Foreurs de Val-d'Or. Au cours de la dernière semaine, on a fait connaître du côté de Hockey Canada la composition de l'équipe canadienne des moins de 18 ans qui va participer du 26 avril au 6 mai prochain au championnat du monde des moins de 18 ans qui aura lieu cette année dans les villes de Plano et de Frisco au Texas. C'est une compétition qui chaque année a lieu habituellement un petit peu avant ça, peut-être une dizaine de jours avant. Généralement, là, c'est du 15 au 26-27 avril. On a repoussé ça un petit peu cette année. Ça va être présenté dans une bulle. Est-ce qu'il y aura des spectateurs? Je ne suis pas convaincu. Quoiqu'au Texas, on le sait que les règles sont beaucoup plus, je dirais, élastiques présentement. On le voit avec les Rangers du Texas au niveau du baseball. On verra bien. Chose certaine, cette équipe canadienne est construite chaque année habituellement avec les joueurs des 3 ligues canadiennes juniors qui sont éliminés ou qui ne participent pas aux séries éliminatoires. Le Canada ne réussit jamais à ce tournoi-là à envoyer son équipe A, je dirais son équipe numéro 1, parce qu'il y a toujours des joueurs qui sont impliqués avec leur équipe respective en séries éliminatoires. Avec la conjoncture cette année, et j'en ai parlé il y a quelques semaines et j'en ai parlé dans une chronique également au rds.ca, aucun joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec n'est disponible pour participer à cette compétition parce qu'on va être en pleine séries éliminatoires. Et comme l'équipe doit se rendre au Texas dans une dizaine de jours, ben, il n'y aura rien de terminé au Québec. Alors, c'était connu là, à l'interne qu'il n'y aurait pas de joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans l'équipe. Si on parle de cette formation canadienne, elle est composée de 25 joueurs, soit 3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants. Il y a 23 des 25 joueurs qui sont âgés de 17 ans. Il y en a un qui a 16 ans et il y en a un qui a 15 ans. Ça va être phénoménal de voir Connor Bedard des Pats de Regina dans cette équipe dès l'âge de 15 ans. Et il y a également Shane Wright des Frontenacs de Kingston qui a 16 ans. Wright est un espoir pour 2022. Connor Bedard est un espoir pour 2023. Et ce Connor Bedard, je vous en ai parlé en quelques occasions depuis le début de la saison, il est premier marqueur de la Ligue junior de l'Ouest à 15 ans seulement. La dernière fois qu'un joueur de 15 ans, et je devrais dire la seule fois qu'un joueur de 15 ans s'est impliqué, s'est taillé une place dans l'équipe canadienne pour ce tournoi-là, c'était en 2013.
un dénommé Connor McDavid qui s'était taillé une place dans l'équipe puisque sa formation en Ontario, les Otters d'Erie, était éliminée. Et malgré qu'il avait 15 ans et qu'il jouait contre des gars de 16 ans, mais surtout de 17 ans, il avait été nommé le meilleur joueur du tournoi. Il avait terminé au premier rang des pointeurs du tournoi. Et c'est d'ailleurs la dernière fois que le Canada a gagné la médaille d'or à ce tournoi. C'était présenté à Sochi, en Russie. Alors, est-ce que Connor Bedard pourra faire la même chose? On verra bien. Parmi les autres excellents espoirs pour 2021, parce que la plupart des joueurs qui participent à ce tournoi sont des espoirs de 2021, il y en a quelques-uns qui ont reçu la cote A par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Ça veut dire choix de première ronde potentiel. On pense à Brent Clark des Colts de Barrie, Corson Kuhlmans, qui lui joue à Brooks dans la Ligue junior A de l'Alberta. Ce sont deux défenseurs là, qui risquent d'être sélectionnés en première ronde. Chez les attaquants, il y en a quelques-uns aussi. Francisco Pinelli des Rangers de Kitchener fait partie de ce groupe. Connor Roulette des Thunderbirds de Seattle. Cole Sillinger, qui joue à Sioux Falls dans la USHL, qui fait partie de ce groupe. Dylan Gunter, évidemment, des Oil Kings d'Edmonton, qui est peut-être un candidat pour être le tout premier choix au repêchage, quoiqu'il y a quand même de la compétition, là, notamment avec Owen Power, défenseur, qui lui n'est pas là parce qu'il est trop vieux. Il est né en 2002, mais admissible seulement cette année lors de la séance de sélection. Bref, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y aura quand même un intérêt pour ce tournoi-là et cette formation canadienne-là qui sera dirigée par Dave Barr. Un des adjoints de Dave Barr sera Gordie Dwyer, qu'on connaît bien dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Gordie Dwyer, qui est originaire du Nouveau-Brunswick, mais qui a évidemment joué dans la LHJMQ et dirigé dans la LHJMQ aussi. Il se retrouve comme un des deux adjoints de Dave Barr dans cette formation. En tout et partout, il y a 13 joueurs de la Ligue junior de l'Ontario qui, eux, évidemment, n'ont pas joué cette saison. 9 joueurs de la Ligue de l'Ouest, un joueur de la Ligue junior de l'Alberta, je vous en parlais tantôt, Carson Kuhlmans, et deux joueurs de la USHL, Ligue junior des États-Unis. Et parmi les deux joueurs de la USHL, il y a un Québécois, Guillaume Richard, qui est originaire de Cap-Santé au Québec, qui s'aligne pour le Storm de Tri-City dans la USHL. Ça, c'est une équipe qui évolue au Nebraska. Il avait joué quelques matchs avec cette formation l'an dernier et cette année, il a disputé toute la saison avec cette équipe-là. C'était son choix, comme vous allez le voir dans l'entrevue qu'on va vous présenter, de laisser tomber son équipe junior pour aller participer au Mondial des moins de 18 ans avant de revenir pour les séries éliminatoires. Il aurait pu tout simplement dire non à la formation canadienne, mais il a finalement accepté de concert avec le personnel d'entraîneur à Tri-City de participer au championnat des moins de 18 ans. Donc, ce sera une belle vitrine pour lui parce qu'évidemment, les recruteurs de la Ligue nationale seront tous là pour cette compétition-là. Alors, j'ai parlé hier avec Guillaume Richard, défenseur québécois du Storm de Tri-City. Voici cette entrevue, ma foi, extrêmement intéressante avec le jeune homme qui nous parle un peu de sa saison au Nebraska et de l'expérience qu'il s'apprête à vivre avec la formation canadienne. Parlait un petit peu plus tôt, notre invité, on va aller faire un tour au Nebraska aux États-Unis. C'est pas tous les jours qu'on va faire un tour dans ce coin des États pour parler avec Guillaume Richard, le seul représentant là, du Québec qui va faire partie de l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Guillaume, premièrement, merci d'être avec nous. Avant de parler de cette expérience-là qui s'en vient pour toi, j'aimerais ça que tu me résumes un peu là, comment ça se passe pour toi à Kearney, au Nebraska, où tu joues pour le Storm de Tri-City de la USHL. Oui, en fait, la USHL se compare à la Ligue junior majeure du Québec. Même concept, voyagement en autobus et tout. J'ai décidé d'aller dans la USHL à la place de la LHJMQ pour continuer universitaire américain. J'ai décidé ça il y a 2 ans. Puis, je continue mon parcours et puis ça m'a amené ici à Kearney, Nebraska. Juste pour résumer les gens, tu avais été un choix de première ronde des Tigres de Victoriaville en 2019. Tu leur as signifié ton intention d'aller aux États-Unis. Ils ont récupéré un choix de repêchage. Les Sea Dogs de Saint John t'ont repêché en 2020. Même chose. Est-ce qu'on a failli te faire changer d'idée à un certain moment, que ce soit Victoriaville ou Saint John? Je dirais les journées après le repêchage, quand j'avais été repêché par Victoriaville, j'avais été à l'Arena des Tigres, puis j'avais été parler avec le DG Kevin Cloutier, puis à ce moment-là, c'était vraiment 50-50. Après ça, la poussière a retombé, tout s'est calmé un peu, j'ai pu prendre une décision éclairée un peu, puis ensuite de ça, c'était vraiment, ma décision était faite, puis
même quand les Sea Dogs m'ont repêché, ça ne m'a jamais traversé l'esprit d'aller là-bas. Là. Fait que là, tu te retrouves à l'autre bout des États-Unis. Premièrement, juste pour spécifier aux gens qui voient la vidéo, l'entrevue est audio, mais aussi vidéo, les chandails derrière toi, c'est des anciens joueurs du Storm qui ont habité la même famille de pension que toi, c'est ça? Fait que toi Oui, aussi, éventuellement, ton chandail va se retrouver là, là? ouais, en plein ça, en plein Ah. ça. Écoute, le calibre de jeu, tu as dit, ça se compare à la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce vraiment Mm-hmm. le cas ou si des fois on parle plus de peut-être comme entre le junior A, junior majeur, tu vraiment été en mesure de penser que c'est la même chose ou pas mal la même chose? Quoi? Oui, je pense que oui, surtout cette année qu'il y avait beaucoup de ligues qui ne jouaient pas. On a eu beaucoup de joueurs d'ailleurs qui sont venus jouer, qui ont vraiment monté le niveau de la ligue d'un cran. Je pense que c'est vraiment une ligue compétitive qui pourrait vraiment rivaliser avec le junior majeur. Oui. Tu as joué 44 matchs depuis le début de la saison, 2 buts, 11 passes, 13 points, Mm-hmm. fiche de plus 9. Tu es dans une bonne équipe, vous êtes en première position présentement, vous venez Ouais. de gagner 3 matchs. Est-ce que la saison va selon tes attentes au niveau personnel? Oui, quand même. Ma production offensive, disons que pour moi, elle est un petit peu décevante, mais il reste que je joue des très bons matchs. J'ai pas connu beaucoup de mauvais matchs cette année. Je joue très bien. Fait que rendu là, c'est sûr, un petit peu décevant ma position offensive, mais au moins les matchs vont bien. Fait que ouais. Il y a quelques semaines, j'ai parlé avec Sean Farrell. Je sais que tu ne joues pas Mm-hmm. contre lui. Il est premier compteur de Ouais. la Ligue. C'est un espoir du Canadien. Il me Ouais. parlait un peu de la vie dans la USHL. Il y a des endroits où il y a des spectateurs, il y a des endroits où il n'y en a pas. Ça se passe comment? On gère comment la COVID au Nebraska présentement? Quand même bien ici. Il n'y a pas eu beaucoup de cas depuis je dirais, quelques mois. Ça a vraiment diminué. Donc, on était à 50 de capacité dans notre aréna. On a un aréna d'environ 4000 personnes, donc on est environ à 2000 personnes par match là, quand l'aréna est à guichet fermé. Fait que on a quand même une très bonne ambiance quand on gagne. C'est le fun. De te retrouver le seul Québécois là-bas au sein de cette équipe-là, bon, comment tu vis ça? L'adaptation, c'est sûr que là, ça fait quand même quelques mois que tu es là, puis tout ça, mais Ouais. est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça s'est bien passé? Évidemment, la langue anglaise aussi, puis tout ça. Je dirais l'adaptation était peut-être plus l'an dernier, ma première année aux États-Unis. Puis l'an dernier, j'étais avec quelques Québécois. Ça l'a rendu peut-être l'adaptation un peu plus facile. Quand je suis arrivé ici, ça faisait un petit bout que je n'avais pas parlé anglais durant l'été. Ensuite, peut-être le premier mois, un petit peu difficile, mais mon anglais s'est vraiment, vraiment amélioré étant le seul Québécois dans l'équipe. Il n'y a pas de français qui se passe ici. Fait que ça a vraiment bien été. Est-ce que tu as eu le mal du pays à un certain moment? Nebraska, on a l'impression que c'est Ouais. le bout du monde. Hein? Oui, c'est sûr qu'ici, on est dans une petite ville, c'est loin. Ça va faire 8 mois environ que je n'ai pas vu mes parents. Fait que c'est sûr que j'ai hâte de revenir au Québec, mais en même temps, si c'est le prix à payer pour que je joue au hockey, ben c'est ça. Puis quand je vais revenir cet été, ben, je vais être content de voir toute ma famille puis tout, puis on va passer du bon temps ensemble. On s'entretient avec Guillaume Richard du Storm de Tri-City. Guillaume, l'an prochain, le plan pour toi, c'est l'Université du Maine. Ça n'a pas changé. Tu vas revenir un peu dans l'Est puis tout ça. Évidemment, Ouais. il y a le repêchage à la Ligue nationale aussi Mm-hmm. entre ça. Comment tu vois les prochaines semaines, les prochains mois pour toi? Là? Après ma saison, c'est sûr, un coup qu'on va avoir jouer les playoffs, je vais revenir au Québec pour, pour 1 ou 2 mois environ. Après ça, faire sûr que toute mon école est en ordre, puis après ça, aller à l'Université du Maine pour la saison 21-22. Puis, c'est ça, une bonne été d'entraînement. Il faut que je gagne un peu de masse physique. Puis, ensuite de ça, je vais être prêt pour la saison l'année prochaine. Pourquoi l'Université du Maine? Y avait-tu quelque chose de spécial qui t'amenait là? Ou, Je dirais juste le personnel d'entraîneur qui m'ont charmé. La place aussi m'a vraiment charmé, mais le personnel d'entraîneur, je trouvais que c'était des gars honnêtes, puis que je vais pouvoir bien performer avec eux, avoir des bonnes relations, qui vont me faire confiance. C'est ça que j'ai basé ma décision. Je parlais tantôt de Sean Farrell que tu n'as pas Mm-hmm. affronté cette année, mais il y a un autre espoir du Canadien qui s'aligne dans ton équipe depuis quelques semaines maintenant, Red Oui. Pitlick. C'est un gars qui avait des bons chiffres et tout ça. Si tu nous parlais un peu de ce joueur-là, peut-être pour les amateurs du Canadien qui aiment ça suivre les espoirs, tu as la chance de bien le connaître. Là. Mm-hmm. Oui, c'est un joueur très, très talentueux, bouge les pieds très rapidement, des très bonnes mains, une bonne vision. Il est très bon offensivement sur notre power play, très bon. Il est
très bon gars en dehors de la glace aussi. Il est vraiment nice. Ouais. Est-ce que c'est un espoir? Tu penses qu'il y a une chance un jour de graduer et de faire le saut au niveau plus supérieur? Je pense qu'il y a les atouts pour passer au niveau supérieur. La Ligue nationale s'est rendue une game rapide et avec plus de skill, puis il y a ces atouts-là. Fait que, je ne peux pas prédire, mais je pense qu'il y a un bel avenir. Guillaume, une des raisons pour lesquelles on voulait te parler aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, on a fait connaître la fameuse liste des 25 joueurs canadiens qui vont représenter le pays au Mondial des moins de 18 ans. C'est toujours un tournoi extrêmement important pour les espoirs qui sont en liste. Dans la LHJMQ, malheureusement, il n'y a aucun joueur qui peut être libéré parce que les séries éliminatoires sont en marche, de sorte que tu vas te retrouver le seul Québécois dans l'équipe canadienne. Premièrement, parle-moi de cette nomination-là, puis comment ça s'est passé avec le Storm de Tri-City pour qu'on te laisse aller finalement? C'est sûr qu'à chaque fois que tu as la chance de porter le chandail canadien, c'est un honneur. C'est très flatteur d'avoir été choisi par le Hockey Canada pour être dans les 25 joueurs. De la manière que ça fonctionnait avec Tri-City, le coach Anthony Noreen me a mis dans son bureau la journée qu'il a su la nouvelle. Puis il m'a dit la nouvelle que j'avais été choisi pour les U18. Ensuite de ça, il m'a dit c'est sûr que on va te laisser aller, puis c'est ta décision. On ne te cachera pas que si tu pars, ça laisse un vide dans notre équipe. Mais on est content pour toi. On est ici pour te donner ces opportunités-là, puis on est super content que tu vas pouvoir aller là. Fait que c'est sûr, c'était une décision quand même déchirante de manquer la première série de playoffs, puis laisser comme tomber tes coéquipiers un peu. C'est comme ça que je me sentais. Ça n'a pas été facile, mais en fin de compte, je ne peux pas manquer une opportunité de jouer avec Hockey Canada. Le fait que tu es aux États-Unis, ça va un peu faciliter la situation au niveau des mesures sanitaires et tout ça, parce que tu vas partir, j'imagine, directement du Nebraska pour aller rejoindre l'équipe au Texas, c'est ça? Oui. Ouais, on a eu justement un Zoom meeting il y a la journée qu'ils ont annoncé l'équipe, puis on a tous eu nos protocoles pour le COVID, puis comment la quarantaine va fonctionner. Puis honnêtement, très bien encadré, puis avec ces protocoles-là, je pense pas qu'il y a de danger pour personne de ne pas être en santé. Tu as regardé la liste des joueurs qui font partie de cette équipe-là. Il y a 8 défenseurs. On a nommé 14 attaquants, 8 défenseurs, 3 gardiens de but. Est-ce que parmi les 8 défenseurs, tu penses que tu peux avoir un rôle important dans cette équipe-là? Comment tu vois la situation? Tu connais un peu les autres joueurs qui sont là? Oui, ben, c'est sûr que moi, je crois que oui. Au début, ils vont me donner une place, puis ça va être à moi de prouver que soit que je mérite de garder ma place ou que je mérite mieux. Ensuite de ça, ça va dépendre. Je vais avoir une bonne préparation, puis je vais être prêt quand le tournoi va commencer. Je vais être prêt à donner mon meilleur. En quoi c'est important pour toi, ce tournoi-là, pour le repêchage de 2021? C'est une occasion unique, surtout pour des gars. Toi, ça n'a pas été ton cas, là, mais il y a plusieurs joueurs qui vont être là, qui n'ont pas été vus de l'année, les gars de l'Ontario notamment. Là. C'est un gros événement pour toi et pour tous les joueurs qui vont être là. Non, c'est sûr. C'est très gros. Je suis certain qu'il va y avoir beaucoup de recruteurs. C'est sûr, rendu là, moi, quand je vais jouer, je ne vais pas nécessairement penser à ça. Ça va être plus d'aider l'équipe, le Canada, à gagner une médaille. Puis, c'est sûr que plus qu'on va se rendre loin, plus que ça va être bon pour moi de me faire voir et tout. Fait on va penser par gagner en premier lieu, puis ensuite de ça, on verra ce qui va se passer. Est-ce que l'équipe canadienne va compter sur 2 joueurs dont on parle beaucoup présentement? Shane Wright, qui a seulement 16 ans, et Connor Bedard, qui a seulement 15 ans. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance de le rencontrer, mais il est dominant déjà dans la Ligue junior de l'Ouest à 15 ans. Ça va être 2 des joueurs sur lesquels on va se fier beaucoup, là, même si ça va être parmi les plus jeunes de l'équipe. Oui, ben l'an dernier au U17, j'ai joué contre Shane Wright, puis il y avait vraiment un gros match contre nous. Fait que oui, c'est un joueur exceptionnel. Ensuite de ça, Bedard, j'ai pas eu la chance de jouer contre lui. J'ai vu un petit peu sur Twitter et choses. Il a l'air exceptionnel. Fait que ça va être un honneur d'être parmi les meilleurs du Canada. C'est un honneur pour moi. Les gens au Québec, je ne sais pas si on te suit à distance, RDS va présenter les matchs du Mondial des moins de 18 ans. Alors, tu vas être notre digne représentant. Est-ce que ça te fait un peu bizarre d'être le seul Québécois dans cette équipe-là, en raison des circonstances? Ah, c'est sûr que oui. Je suis certain. Il y aurait d'autres Québécois qui auraient mérité leur place dans l'équipe, ça c'est sûr. C'est sûr, ça aurait été le fun de partager
le moment avec d'autres Québécois, mais là, il n'y a pas rien qu'on peut faire, malheureusement. La LGBQ a décidé non. Fait que c'est sûr que ça va être un petit peu plus plate, mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour jouer au hockey, puis rendu sur la glace, ben, il n'y a plus de Québécois, Ontariens ou gars de l'Ouest. C'est toute une équipe, puis on joue pour le même but. À cause des contraintes, j'imagine que tes parents vont suivre ça à distance, ta famille aussi? Oui, c'est ça. Ils vont suivre ça de chez nous. Ouais. Fait que toi, le plan, dans le fond, c'est que tu t'en vas à ce tournoi-là, tu manques un peu la fin de la saison, le début des séries, puis tu retournes à Tri-City après pour compléter puis espérer à faire un grand bout de chemin là, dans les éliminatoires de la USHL? Oui, c'est ça. Cette année, les séries sont un petit peu écourtées, dans le fond. Il y a les 4 premières équipes de chaque division, donc 8 équipes qui vont en série. Puis la première ronde, c'est 1 contre 4, 2 contre 3. Puis ensuite de ça, c'est celle-là que je vais manquer. Après ça, moi, je vais revenir pour la finale de conférence. Puis ensuite, il y a la grande finale pour la Coupe Clark. Puis vous avez une équipe qui aspire à aller jusqu'au bout. Là. Même si Chicago est une bonne équipe dans l'autre division aussi, là, vous êtes en mesure d'espérer de faire un bon bout de chemin. Là. Donc, pour toi, la saison de hockey, c'est encore au moins un bon 2 mois. Oui, je suis. En ce moment, le plus tard que je peux revenir, c'est le 31 mai. Donc, je vais revenir, dépendamment quand notre saison finit, on va espérer que je vais revenir le 31 mai. Puis, ça va être la fin de la saison pour moi. Ouais. Ben, Guillaume, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous depuis le Nebraska. On va te suivre de près, évidemment. Comme je te dis, RDS est là pour les moins de 18 ans. Alors, il n'y a pas de doute qu'on espère que notre seul Québécois va connaître un bon tournoi. Puis, si ça peut t'aider pour le repêchage, ben, ça sera encore mieux. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pris le temps. Très gentil. Ça fait plaisir. Alors voilà, Guillaume Richard, défenseur qui, comme je le mentionnais, avait déjà été repêché par Victoriaville, a été repêché par les Sea Dogs de Saint John aussi, mais a décidé de prendre le chemin des universités américaines, devrait jouer pour les Black Bears de l'Université du Maine l'an prochain. Mais d'abord et avant tout, va s'aligner avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans. J'en ai parlé un petit peu dans l'entrevue. RDS va présenter 9 matchs de ce tournoi à compter du 27 avril prochain. Le tournoi, en fait, commence le 26, mais le Canada va jouer son premier match le 27 à 21h, heure de l'Est, contre la Suède. Il y aura également le 28 contre la Lettonie, le 30 contre la Suisse et le 1er mai contre le Bélarus. Alors ça, c'est 4 matchs en 5 jours pour la phase préliminaire. La ronde quart de finale lundi le 3 mai, demi-finale le 5 mai et les 2 finales présentées le 6 mai. Donc au total, on va présenter 9 matchs, les 4 du Canada en ronde préliminaire, match quart de finale du Canada et les 2 demi-finales, les 2 finales. Donc, ça sera intéressant à suivre en fonction, je pense, des espoirs de cette année. Mais ça va être intéressant de suivre aussi Shane Wright 2022 et Connor Bedard 2023. Alors, ça fait le tour un petit peu de ce qu'on avait pour vous cette semaine. Peut-être terminer avec quelques éphémérides. Il y en a une aujourd'hui qui me fait toujours plaisir, le 5 avril à chaque année. C'est la date pour laquelle j'ai couvert mon premier match de hockey junior pour le compte de RDS. J'étais un jeune stagiaire à l'époque de 23 ans. Et on m'avait affecté au match numéro 6 de la série quart de finale entre les Draveurs de Trois-Rivières et le Laser de Saint-Hyacinthe. Ça se passait au stade LP Gaucher à Saint-Hyacinthe. Alors, pour la première fois, j'avais la chance de couvrir un match de hockey junior pour RDS. Et c'est toujours ironique de penser que les Draveurs de Trois-Rivières étaient dirigés par Danny Dubé, qui aujourd'hui est un de nos collègues à RDS et évidemment analyste à la radio des Canadiens. Et le Laser de Saint-Hyacinthe était dirigé par mon bon ami Normand Flynn, qui est mon analyste au niveau du hockey junior depuis plusieurs années à RDS. Alors, les 2 entraîneurs avec qui j'ai fait des entrevues ce soir-là comme jeune journaliste d'RDS sont aujourd'hui 2 collègues. Alors, je les salue. Ça fait 31 ans aujourd'hui donc que j'ai couvert mon premier match pour RDS. Parmi les éphémérides de la semaine, le 6 avril, le lendemain de ce premier match-là, pour moi, j'avais couvert un des 3 matchs numéro 7. C'est la première fois dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec qu'il y avait 3 septièmes matchs le même soir. Il y en avait eu un présenté à Saint-Hyacinthe, un à Trois-Rivières. Il y avait eu un match à Trois-Rivières, un autre à Longueuil, dans le cadre des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, et un autre à Victoriaville. Et moi, j'avais couvert le match à Victoriaville alors que les Saguenay-Chicoutimi étaient les visiteurs des Tigres. 3 matchs numéro 7 le même soir. C'était la première fois que ça arrivait en 1990. Demain,
Le 6 avril, ça va faire 4 ans, donc on monte à 2017, que l'Océanique de Rimouski a gagné une loterie, même si elle n'avait que 14 des chances de l'emporter. Elle a gagné la loterie qui lui a permis de repêcher Alexis Lafrenière. Alors, ça va faire 4 ans déjà demain. En 1997, donc ça fera 24 ans après-demain, les frères Morissette annonçaient la vente des Prédateurs de Granby. Ils vont déménager plus tard au Cap-Breton pour devenir les Screaming Eagles. Alors, le temps passe quand même. L'équipe de Granby qui avait gagné en 96 et après la saison 96-97, on avait décidé de vendre la formation. Alors voilà donc pour quelques éphémérides. Je vous rappelle ce qu'il y a à retenir cette semaine. RDS qui vous présente 3 matchs du Rocket. Demain mardi, le 6 avril, Stockton contre le Rocket en direct du Centre Bell. Et en fin de semaine, vendredi soir, 19h et samedi après-midi, 15h, les Marlies de Toronto qui reçoivent le Rocket et fort probablement les débuts de Cole Caulfield dans l'uniforme du Rocket. Incidemment, il va porter le numéro 44. Je remercie Alex Gagnon à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Mes invités cette semaine, Ryan Paling du Rocket de Laval, Maxence Guenette des Foreurs de Val-d'Or et Guillaume Richard du Storm de Tri-City. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.